C'est bon. Bonjour à tous. Cet après-midi, nous poursuivons donc les webinaires en partenariat avec les centres d'information directe pour répondre aux interrogations des citoyens sur l'action de l'Union européenne en cette période de crise. Juste un petit rappel pour ceux qui nous rejoignent. Donc, les centres d'information Europe Direct sont des structures proches de chez vous pour vous informer sur l'Europe. Ils animent leur territoire et comptent parmi les partenaires privilégiés du Parlement européen. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'introduire ce webinaire réalisé en partenariat entre le bureau du Parlement européen à Marseille et deux centres d'information Europe Direct, celui de Lyon et celui de Dromardèche, sous la responsabilité respectivement de Marjolaine Arbona-Vidal et de Anna Gasquet. Encore merci pour votre implication et celle de vos équipes, comme aux collègues du bureau de Marseille. Avant d'aller plus en avant sur ce webinaire, permettez-moi de vous annoncer les autres webinaire organisé ce mois-ci avec la Maison de l'Europe, Côte d'Azur, Var et le Mouvement européen des Alpes-Maritimes, et de mentionner les députés européens qui seront présents. Alors, le vendredi 19 juin à 18 h, Sandro Gozzi et Younous Omarjee échangeront sur l'espace Schengen et la coopération transfrontalière. Et le mardi 30 juin à 18 h, Sylvie Brunet et Mouni Satouri aborderont la question sociale de l'Europe face à cette crise. Donc, pour en revenir au webinaire d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter les trois intervenants qui échangeront sur les libertés fondamentales en Europe en cette période de Covid et feront le point donc sur les migrations et les libertés des citoyens au quotidien. Tout d'abord, Madame Guillaume, vous êtes députée européenne depuis 2009 et vous débutez donc votre troisième mandat. Vous étiez vice-présidente du Parlement européen lors de la mandature précédente. Vous appartenez au groupe politique de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen et vous présidez la délégation française de la gauche sociale et écologique au sein de ce groupe. Vous êtes notamment membre de la Commission parlementaire des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Et ce n'est donc pas un hasard si vous êtes là ce soir pour développer certaines de vos thématiques de prédilection. Estelle Poidevin, vous êtes analyste politique et la représentation en France de la Commission européenne. Auparavant, vous travailliez au ministère français des Affaires étrangères européennes. C'est l'occasion de rappeler qu'en France, comme pour le Parlement européen, la Commission européenne a une représentation à Paris et à Marseille. L'objectif de ces bureaux est notamment d'informer la presse et les médias sur l'actualité européenne, d'alerter le siège sur l'état du débat européen en France et d'informer le public. Jean-François Ploquin, bonsoir. Vous êtes directeur général de l'association Forum Réfugiés COSI depuis 2009. Cette association, au statut consultatif auprès des Nations Unies, œuvre pour l'accueil des réfugiés, défend le droit d'asile et promeut l'état de droit. En France, cette association intervient dans 15 départements et a suivi et accompagné plus de 41 000 personnes l'an passé. Depuis 2012, vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mesdames, Messieurs, encore merci d'être ce soir avec nous pour débattre sur les libertés fondamentales en Europe et les migrations en cette période de Covid-19. Je passe donc la parole à Marjolaine Arbona-Vidal, responsable du Centre d'information Europe Direct de Lyon, qui va vous détailler l'organisation de ce débat qu'elle animera. Merci beaucoup Muriel. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur les libertés fondamentales en Europe et le Covid. Alors, où en est-on des migrations et des libertés des citoyens au quotidien? Ce sont donc, comme l'a dit Muriel Morel, les centres d'information Europe Direct Dromardèche et Lyon, qui sont au sein de la Maison des Européens de Lyon, qui organisent en partenariat, en collaboration avec le Bureau d'information du Parlement à Marseille. Pour ce temps, nous avons invité 3 personnes, 2 qui représentent les institutions européennes, Madame Sylvie Guillaume pour le Parlement européen et Estelle Poidevin, analyste politique à la représentation en France de la Commission européenne, et un grand témoin de la société civile, Monsieur Jean-François Ploquin, sur la directeur général de Forum Réfugiés COSI.
Alors, merci à tous les participants qui se sont inscrits sur la plateforme Zoom. Nous sommes 85 inscrits pour cette discussion ce soir et à ceux qui peuvent nous suivre en même temps sur le Facebook Live. Alors, bien que nous soyons tous derrière nos écrans, nous pouvons participer, vous pouvez participer et réagir via l'espace conversation du Zoom qui est sur le côté pour ceux qui sont inscrits sur Zoom, et ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez dans les commentaires poser toutes vos questions. Nous les poserons ensuite aux intervenants. Ce webinaire, il est enregistré et la vidéo sera disponible ensuite sur les chaînes YouTube du Parlement européen et celle sur le site de la Maison des Européens de Lyon. Alors, notre discussion va durer à peu près 1h30. Nous allons discuter des thématiques en 2 temps. Tout d'abord, nous allons parler des libertés fondamentales des citoyens au quotidien, durant et dans la suite de cette crise sanitaire exceptionnelle que nous avons vécue, que nous vivons encore. Puis, dans un deuxième temps, nous aborderons le sujet des migrations, au sens plus large des mouvements de citoyens dans les frontières intérieures et extérieures de l'Union européenne. Vous pourrez poser toutes vos questions et elles seront posées aux intervenants à la fin de chaque question. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on débat de ces 2 thématiques? Elles sont d'ailleurs très liées entre elles, parce que ce sont des sujets d'actualité qui sont liés à ce contexte de crise sanitaire du Covid et qui interpellent le niveau européen. Tous les pays européens ont débuté, voire terminé leur déconfinement de leur population. Selon certains, ils ont choisi d'avoir des stratégies de confinement total ou pas, des stratégies de suivi de confinement parfois un peu surprenants, comme les selfies géolocalisés en Pologne, ou encore des stratégies de traçage sanitaire par des applications comme Stop Covid en France. Bref, tous les citoyens européens et non européens et les réfugiés qui sont sur le territoire européen ont été très impactés dans leurs droits fondamentaux par ces stratégies de lutte contre la pandémie. En premier lieu, dans leur liberté de circulation. La Commission européenne a d'ailleurs annoncé hier les dates de réouverture des frontières intérieures et extérieures de l'Union européenne. Donc, je vais demander à chacun des 3 experts de répondre à une question qui relève de leurs compétences et qui répond à un des aspects de ce questionnement sur le respect de la liberté des citoyens dans leur quotidien. Alors, je commence avec vous, Sylvie Guillaume. Dans le cadre de votre travail parlementaire, oui, dans le cadre de votre travail parlementaire et surtout en tant que membre de la commission Liberté et Justice et Affaires intérieures au Parlement européen, pouvez-vous nous donner un aperçu des enjeux et des limites de ces stratégies dans le respect de nos libertés fondamentales? Bonjour d'abord à vous tous. C'est une question très large que vous, et merci aussi de m'inviter à participer au webinaire. C'est une question très large que vous posez parce que la question des libertés fondamentales s'appuie sur chaque liberté dans l'Union. Et donc vous avez signalé et mis en exergue tout à l'heure la question de la liberté de circulation. Je crois que celle-ci, j'y reviendrai, fait partie des piliers de l'Union. C'est pourquoi d'ailleurs les dernières décisions, on y reviendra peut-être, sont un peu surprenantes de la part de la Commission et on ne sait pas très bien comment les États membres vont y répondre. J'y reviens dans un instant, mais si je dézoome, pardon d'utiliser ce terme avec l'application sur laquelle nous sommes, mais ces questions des libertés fondamentales, il faut aussi le voir dans une tendance quand même ces dernières années qui n'a pas été très favorable à l'exercice de ces libertés fondamentales, ou plus exactement, libertés fondamentales qui ont fait l'objet d'attaques assez sévères dans certains pays de l'Union. Et donc je crois qu'il faut qu'on ait vraiment ça en tête, parce qu'on ne peut pas essayer de trouver des solutions, on ne peut pas être toujours défensif par rapport à ce qui devrait être une situation établie dans l'Union. Je m'explique. Dans plusieurs pays de l'Union européenne, l'état de droit est considérablement entamé. Les libertés fondamentales de certains Européens, de certaines femmes européennes notamment, vous voyez où je veux en venir, sont entamées. Les réactions de l'Union dans son ensemble, dans ses différents curseurs, n'ont pour l'instant pas permis d'être suffisamment efficaces par rapport au gouvernement hongrois, par rapport à un certain nombre de décisions du gouvernement polonais.
sur les droits reproductifs notamment, sur d'autres types de libertés en Hongrie. Donc on voit bien qu'on est sur quelque chose de défensif avec une difficulté à acter que les libertés fondamentales ont parfois été sévèrement entamées dans un certain nombre de pays. On y reviendra peut-être. Je fais un tout petit retour en arrière par rapport à ce que vous me disiez, ou ce que vous me posiez comme question sur la question des libertés de circulation, qui sont pour moi un des fondamentaux de l'Union. Ce que nous avons vu à l'occasion de cette crise du Covid-19, c'est que les États membres se sont précipités de façon extrêmement désordonnée sur la fermeture des frontières intérieures, rétablissement des contrôles et fermeture des frontières intérieures de façon totalement ésotérique, ou chaotique, pour ne pas dire autre chose, ce qui, je crois, a beaucoup heurté les Européens. L'idée, si je l'ai bien compris, c'était que la réouverture se fasse de façon plus ordonnée. Malheureusement, je n'ai pas vraiment le sentiment, malgré la conférence de presse et les communications de la commissaire, que ceci se fasse de façon beaucoup moins chaotique, puisqu'on doit faire cette distinction entre les frontières extérieures et les frontières intérieures. Je pense que la dimension de retour à un fonctionnement normal du tourisme impacte aussi beaucoup les réouvertures des frontières, puisque ça a un impact économique extrêmement fort. Donc, c'est un peu une occasion ratée, et c'est parfaitement dommage de revenir à quelque chose de vraiment coordonné de la part de la Commission, auquel d'ailleurs sur laquelle je ne tire pas, parce qu'en réalité, ce n'est pas la Commission qui est coupable ou responsable là-dedans, mais c'est les décisions des États membres. Et donc, c'est ça qui est gravement problématique. Dernier élément, parce que je ne veux pas être trop long, j'ai déjà certainement dépassé mon temps de réponse, mais il faut reprendre aussi cette question de la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen avec un regard encore plus dézoomé qui est les fermetures depuis 2015 et le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures dans un certain nombre des États membres de l'Union, au prétexte, avec sans doute raison d'ailleurs, sur les questions de terrorisme et de sécurité, qui ont été prolongées depuis 5 ans, ce qui est parfaitement en dehors des clous de la législation européenne. Donc là aussi, si je devais émettre un souhait sur cette question des libertés et de la liberté de circulation, ce serait qu'on revienne réellement à un fonctionnement de Schengen fluide, ce qui pour l'instant n'est pas tout à fait dans le viseur. Merci beaucoup Sylvie Guillaume. En effet, on va y revenir un petit peu plus loin et je pense que c'est la trame essentielle et les questionnements essentiels. Si ces questions sont remontées, c'est qu'il y a aussi beaucoup de Français qui se posent des questions. À votre avis, est-ce que ces questionnements des citoyens français sont un peu les mêmes dans les autres pays, d'après ce que vous entendez de vos collègues à la Commission Justice et Affaires intérieures? Je crois que l'appréciation, moi je peux voir ce que me disent mes collègues, effectivement, notamment dans mon groupe ou dans la commission, sur la question des libertés, de la liberté de circulation. Je pense que ce que je viens de vous exprimer remonte de différents États membres, représentant différents États membres. Ce qui est sans doute différent, c'est l'impact de la pandémie sur les populations, puisqu'il y a certains endroits où manifestement le virus a moins sévi ou de façon moins létale, on va dire, et donc cette fermeture des frontières a peut-être semblé un peu disproportionnée par rapport à la réalité. Voilà, mais bon, je le redis, on a une crise, on a des décisions en ce moment particulier, il faut regarder cela à ce moment-là, mais il faut aussi avoir ce recul sur d'autres dimensions. Merci beaucoup Sylvie Guillaume pour tous ces éléments. Estelle Poitvin, dites-moi, en tant qu'analyste politique de la représentation en France de la Commission, est-ce que vous pourriez nous expliquer la position de la Commission européenne vis-à-vis des libertés des citoyens et peut-être apporter un petit éclairage aussi sur le plan de relance qu'a annoncé la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, pour avoir une idée un petit peu plus claire du rôle de cette institution dans cette crise sanitaire? Oui, alors bonjour à tous et merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. Alors effectivement, moi je vous parle de Paris puisque je suis à la représentation de la Commission en France.
Alors, il y a beaucoup de questions dans beaucoup de points dans votre question. Peut-être, j'aimerais, si vous voulez bien, puisqu'on parle de Covid, parler un peu de la question de la santé. Je vais être très rapide, mais je pense que c'est important de revenir sur la compétence européenne en matière de santé, en particulier de la Commission. Tout simplement parce que, étant en France, ce qui était assez marquant, ça a été la critique sur la paralysie de l'Europe, au moins en tout début de la crise. Et je pense qu'on a vu un mélange qui est d'ailleurs souvent à dessein entre l'Europe et les institutions européennes. Et la confusion empêche malheureusement d'établir les responsabilités et d'y voir clair. Et c'est vrai que ça se fait toujours au détriment du citoyen européen. Alors, s'agissant de la santé publique, il faut vraiment rappeler que le centre de gravité se trouve toujours au sein des États membres. Ça veut dire que, en gros, l'Union européenne a des compétences de soutien, d'accompagnement et de coordination. Je vais quand même citer un article du traité, qui est l'article 168, qui prévoit un niveau élevé de protection de la santé dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et les actions de l'Union européenne. Si je me permets de préciser cet article, c'est que c'est grâce à cet élément que la Commission a pu activer des leviers assez vite finalement et assez nombreux pour aider à la gestion de la crise. Donc très rapidement, dérogation au pacte de stabilité, flexibilité dans les aides d'État, réorientation des fonds structurels, mais aussi rapatriement des citoyens européens. Ce rôle de coordination que j'ai mentionné au début de mon intervention a permis à la Commission d'élaborer des lignes directrices, notamment sur la gestion des frontières, c'est notre sujet aujourd'hui, sur le déconfinement, on va en reparler, et sur l'utilisation des applications de suivi. Mais c'est vrai, et Madame Guillaume l'a signalé très justement, les premières réactions ont d'abord été nationales et pas tout à fait respectueuse de la solidarité, mais je crois que les choses ont rapidement évolué vers une approche plus coordonnée et plus conforme aux valeurs européennes. Et laissez-moi encore peut-être préciser que le budget européen pour la santé pour 2014-2020, c'était 449 millions d'euros. Donc ça veut dire à peine 12 centimes par personne et par an. Voilà, donc c'est pas étonnant que la présidente de la Commission ait souhaité augmenter ce budget. On en reparlera plus tard, mais à peu près 9 milliards d'euros. Alors, si je reviens plus précisément à la première partie du débat, vous avez évoqué les libertés. Moi, je dirais évidemment restriction des libertés. Qu'en est-il de l'état de droit ? Alors, cette crise de la santé publique a fait que les gouvernements ont pris des mesures d'urgence. La Commission a soutenu ces mesures, a soutenu les mesures exceptionnelles qu'ont pris les États membres pour protéger les citoyens. Mais la Commission a aussi rappelé que ces mesures exceptionnelles ne devaient pas se faire au détriment des droits fondamentaux. Ça veut dire que très concrètement, la Commission suit de près la situation dans les États membres. Et il y a plusieurs questions qui font l'objet d'un suivi. Premièrement, c'est l'impact sur l'état de droit. Ça veut dire le fonctionnement de la justice, la durée des mesures prises, quel est le rôle des parlements nationaux. Deuxième élément qui est pris en compte par la Commission dans son suivi, c'est l'impact sur les droits fondamentaux, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le respect du principe de proportionnalité. Et enfin, l'impact sur le droit de l'Union européenne, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des législations nationales qui transposent le droit de l'Union européenne qui ne seraient plus appliquées. Alors, je ne vais pas en parler tout de suite, il y aura peut-être des questions là-dessus, mais vous savez peut-être que la Commission européenne est en train de préparer son premier rapport annuel sur l'état de droit et tous les États membres, encore une fois, font l'objet d'un suivi sur 4 points. Le fonctionnement de la justice. Le deuxième point a trait à la corruption. Le troisième point, c'est le pluralisme des médias. Et le quatrième point, c'est l'équilibre des pouvoirs. Donc, la valeur ajoutée d'un tel rapport, c'est clairement de lancer un dialogue et d'essayer de sensibiliser aux questions liées à l'état de droit dans l'Union européenne. Je ne vais pas m'attarder plus, je pense qu'il y aura des questions ultérieurement. Vous m'avez aussi demandé de parler du plan de relance. Alors c'est vrai que la Commission européenne a fait des propositions
le 27 mai dernier, qu'elle a qualifié budget renforcé pour l'Union européenne avec plusieurs objectifs très clairs: favoriser la reprise, protéger les emplois, c'est un élément très important, et si possible, évidemment, en créer d'autres. Donc, ce budget renforcé a deux grandes parties. Le premier, c'est l'instrument d'urgence. On l'a appelé Next Generation. Cet instrument d'urgence, c'est 750 milliards d'euros, dont 500 en subventions. Donc, c'est pour ça que cet instrument a été qualifié d'historique, parce que là, pour le coup, on peut vraiment parler de solidarité. Il y a eu une couverture presse et des réactions politiques assez positives, je crois, sur cet instrument d'urgence. Et le deuxième aspect, c'est évidemment le budget d'investissement de l'Union européenne, c'est le cadre financier pluriannuel pour 2021-2027 qui atteint 1100 milliards d'euros dans la proposition. Alors à ça s'ajoutent les décisions que le Conseil avait déjà prises fin avril, c'est-à-dire 240 milliards d'euros pour le mécanisme européen de stabilité. C'est en fait l'instrument qui permet d'accorder des lignes de crédit à des États membres qui ne peuvent pas se financer sur les marchés. 200 milliards pour la Banque européenne d'investissement, c'est-à-dire sont les prêts aux entreprises. Et enfin, le plan sûr en français, 100 milliards d'euros au bénéfice du chômage partiel. Alors, il y avait aussi, parallèlement à tout ça, le programme de rachat d'aide de la BCE. Mais je ne vais pas aller plus loin, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. Je pourrais donner plus de précisions sur le plan de relance en fonction de vos questions. Merci beaucoup Estelle pour cet éclairage technique. En effet, entre ce que Madame Guillaume et vous venez d'exprimer, on est bien conscient que les États membres sont souverains et que le Parlement européen ou la Commission européenne n'ont que la capacité pour l'instant dans cette crise sanitaire d'accompagner et de vérifier pour le respect des droits et des libertés des citoyens. Je me tourne vers vous, Jean-François Ploquin. En tant que directeur général de Forum Réfugiés COSI, mais aussi en tant que membre du conseil d'administration de l'OFPRA, est-ce que vous pourriez nous informer déjà sur les difficultés de gestion pour les réfugiés dans le cadre de la crise sanitaire, par rapport à leur accueil, par rapport au suivi et par rapport aux fermetures des frontières, mais déjà par rapport à leur liberté fondamentale à eux? Et peut-être éventuellement nous réexpliquer aussi quel est le statut de réfugié, parce qu'on utilise assez facilement migrants, demandeurs d'asile, réfugiés, sans en savoir exactement quelles sont les notions. Merci beaucoup. D'accord, alors je vais peut-être commencer par la définition, effectivement, ce sera plus clair. Donc, réfugié, c'est un terme qui renvoie à différentes formes de protection, principalement la protection qu'on appelle conventionnelle, parce qu'elle s'adosse sur la Convention de Genève de 1951, et qui définit qui est une personne persécutée et par suite qui est une personne qui doit être protégée contre la persécution. Il y a une autre protection qui s'appelle subsidiaire qui permet de protéger des gens qui ne relèvent pas de la Convention de Genève, mais qui fuient une menace grave et en particulier une situation de violence généralisée du fait d'un conflit interne ou d'un conflit interétatique et qui subissent personnellement des conséquences de cette situation de violence généralisée. Et puis, on a aussi un asile constitutionnel, mais qui est intégré à la protection conventionnelle. Donc, quand on va parler de réfugiés, on parle aussi de bénéficiaires de la protection internationale, il s'agit de personnes auxquelles on a reconnu ce statut et auxquelles sont reconnus les droits qui en découlent, notamment le droit de séjour, droit de travailler, droit d'accéder à un logement, à la formation professionnelle, aux droits sociaux, etc. Et puis, on utilise le terme demandeur d'asile pour les personnes qui ont déposé une demande et qui attendent une réponse et qui sont dans un sas d'attente qui dure en principe quelques mois et souvent une année et plus. Voilà. Et puis le terme de migrant est encore bien plus générique. Il concerne 250 millions de personnes qui sont dans des migrants internationaux dans le monde pour toutes sortes de raisons. Voilà. Alors, la situation Alors, les réfugiés sont normalement dans le droit commun, c'est-à-dire qu'ils ont normalement les mêmes préoccupations que n'importe quel citoyen et ils sont normalement outillés aussi pour pouvoir répondre
aux situations que chaque citoyen de notre pays a pu rencontrer. À ceci près qu'un centre de réfugiés n'a jamais pu être hébergé et a du mal à trouver un logement. Donc, il y a de toute façon une problématique, même pour ces personnes-là. Je vais parler après des demandeurs d'asile, mais même pour ces personnes reconnues réfugiées, un certain nombre se sont trouvés pendant cette période de confinement sans solution d'hébergement, en attente d'une solution pérenne d'hébergement et de logement. Et puis pour ceux qui sont reconnus réfugiés depuis peu de temps, ou pour les personnes qui sont arrivées dans le cadre de la réinstallation, déjà réfugiés dans un premier pays d'accueil, mais ne pouvant pas y rester, trouvant une solution à l'initiative du HCR dans un pays tiers, il y a un accompagnement qui est nécessaire et qui s'est trouvé compliqué évidemment par les circonstances. S'agissant des demandeurs d'asile, il y a deux grandes catégories. La directive accueil de l'Union européenne, qui est transcrite dans les droits internes, prévoit qu'une personne qui demande l'asile et qui a besoin d'être hébergée est hébergée. Et en France, il y a un dispositif national d'accueil qui est destiné à répondre à ce besoin. Mais à peu près la moitié des demandeurs d'asile ne sont pas hébergés, c'est-à-dire que leur demande d'hébergement ne trouve pas suite. On a donc deux cas de figure vraiment très nets. Il y a ceux qui ont traversé le confinement en étant hébergés dans un centre d'hébergement. Et là, ils ont subi un peu le contre-coup. Alors, comment dire, de la capacité des acteurs qui gèrent les centres d'hébergement à poursuivre leur mission avec tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire des personnes en télétravail, des personnes à la maison avec des gardes d'enfants, des personnes devant garder la maison parce que vulnérables dans leur propre santé. Donc, tout le monde a dû mettre en place des plans de continuité de l'action avec des prestations minimales. Il fallait évidemment s'assurer que les gens mangent, que le suivi sanitaire est assuré, que les conditions d'hygiène et de sécurité sont garanties. Enfin, voilà. On a donc été dans cette configuration un peu minimale, avec une problématique sanitaire classique, mais la grande question évidemment de l'accès aux équipements de protection et notamment aux masques. Donc là, on est dans une situation qui était celle de tout le monde. Je dois pointer, même si c'est un petit peu annexe au sujet, mais le fait que depuis la fin de l'année dernière, on a une disposition qui crée un délai de latence de 3 mois pour un demandeur d'asile qui arrive pour accéder gratuitement au système de santé, à la protection universelle maladie. Et si quelqu'un présentait des symptômes, par exemple du Covid, en dehors des cas d'urgence ou les pris en charge, il n'a pas accès gratuitement à un médecin. Donc, on s'est trouvé dans une énorme contradiction où toute la France devait rentrer dans un dispositif de protection sanitaire renforcé et où ces personnes en étaient exclues. Ça, c'est un vrai scandale, mais que nos associations ont beaucoup de mal à faire résoudre de la part d'autorités publiques qui restent tout à fait sourdes sur ce sujet. Et puis alors peut-être une autre, alors s'agissant des personnes qui n'étaient pas hébergées, alors là, c'est comment rester confiné lorsqu'on est en campement, en squat ou à la rue. Donc c'était très compliqué. Vous savez qu'il y avait un système de contravention pour des personnes qui ne respectaient pas les normes. Alors on a eu quelques dizaines de cas de contravention. C'est peu rapporté aux milliers de cas qu'on accompagne, mais quand même, c'est symptomatique d'un paradoxe de personnes qui devaient justifier d'un déplacement entre leur logement et puis le lieu où ils se rendaient pour des motifs impérieux, alors qu'ils n'avaient pas de logement. Peut-être aussi dire que, et vous m'arrêtez si je suis trop long, mais le dispositif national d'accueil, à peu près 100 000 places, il fonctionne en rotation, c'est-à-dire que les personnes qui arrivent peuvent rentrer et être hébergées si d'autres sortent. Et bien sûr, dans ce contexte de confinement, l'impératif était d'empêcher les sorties. Il ne s'agissait pas de faire en sorte que des gens sortent des centres d'hébergement à moins d'avoir une solution de logement. Donc, en fait, c'est tout le système qui s'est gelé, qui s'est figé à la sortie comme à l'entrée. Et un des enjeux du déconfinement, c'est de reprendre les sorties pour pouvoir reprendre les entrées. Sinon, on aura durablement des gens dehors. Et puis, simplement signaler, alors on parlera peut-être tout à l'heure de la procédure d'asile, mais la circulation, les restrictions de circulation font qu'il n'y avait plus d'entretien à l'OFPRA, plus d'audience devant la Cour nationale du droit d'asile. Bon, ça a duré 1 mois et demi avant de reprendre. Et puis, par contre, alors de façon un peu paradoxale, on a vu se poursuivre les assignations à résidence et les pointages au commissariat des gens qui étaient placés sous règlement Dublin. Donc, ça continue à fonctionner. Donc, on avait même un accès impossible au guichet des préfectures pour demander l'asile. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais par contre, le pointage au commissariat, ça ne s'est jamais arrêté. De même que, même si la plupart des centres de rétention administrative où sont placés les étrangers qui sont éloignés par la contrainte,
la plupart de ces centres ont fermé, mais pour autant, d'autres sont restés ouverts avec des placements et des éloignements qui ont pu se poursuivre en direction de pays comme la Roumanie ou l'Albanie, par exemple. Voilà. Donc, situation assez contrastée entre les personnes hébergées et celles qui ne le sont pas. Et puis, des mouvements qui étaient restreints, mais d'autres auxquels les gens étaient priés de continuer à se conformer lorsqu'il s'agissait de mesures contraignantes. Merci beaucoup. C'est très intéressant votre témoignage et pour voir aussi, comme vous dites, certaines contradictions parfois. En effet, très intéressant. Anna, est-ce que nous avons déjà des questions des participants? Oui, tout à fait. Alors, une première question de Stéphania. En France, quel est le suivi pour les migrants mineurs non accompagnés? Existe-t-il des programmes d'accueil spécifiques? Je vous lis aussi également une autre question qui est arrivée, comme ça on verra après comment vous voulez répondre, de Julie. Quelle protection technique l'Union européenne est-elle en mesure de garantir contre la surveillance des individus et la collecte des données personnelles, notamment par les applications dans ce contexte de suivi, traçage sanitaire, faisant référence aux GAFAM, Huawei, de la Chine, voilà. Peut-être Jean-François Ploquin, est-ce que vous pouvez répondre à Stéphania en premier, puis ensuite oui, bien sûr. En tout cas, sur la question, Guillaume et Estelle. Voilà, sur la question des mineurs non accompagnés. Donc, la compétence de l'accompagnement des mineurs non accompagnés relève de l'aide sociale à l'enfance, qui est une compétence en France des conseils départementaux ou dans certains cas des métropoles. Et donc, la loi prévoit que lorsqu'un mineur primo-arrivant étranger arrive sur le territoire et qu'il fait état de son isolement et de sa minorité, il doit immédiatement être hébergé dans un lieu et que pour une durée de 5 jours au maximum, c'est-à-dire que les conseils départementaux doivent, dans le délai de 5 jours, évaluer l'isolement et la minorité du jeune. Et suite à cette évaluation, soit le mineur soit le jeune est considéré comme mineur et à ce moment-là, il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et il y a une mesure du juge pour enfants qui est prise. Soit, s'il est considéré comme majeur, eh bien, il se trouve être un primo-arrivant sans titre de séjour, sans droit au séjour. Il peut faire valoir sa situation auprès du juge pour enfants qui statuera définitivement sur son cas. Merci beaucoup pour ces précisions, Jean-François Ploquin. Sur la deuxième question, est-ce que vous voulez, Estelle Poitvin ou Sylvie Guillaume, qu'on vous la répète? Peut-être. Non, je pense que c'était à peu près clair. Je la resitue de façon un peu plus large. C'est la question de savoir si l'Union européenne a des règles précises concernant la protection des données personnelles, vues sous l'angle temporel qui nous est proche des applications, notamment Stop Covid en France. La réponse est oui. Et je pense d'ailleurs que l'Union européenne fait partie des ensembles continentaux les plus avancés en matière de protection des données personnelles, avec notamment le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui a été voté il y a maintenant, j'ai un trou, mais sans doute 2 ans ou un peu plus, et qui permet justement d'avoir des éléments très précis de protection de ce qui constitue quand même les données personnelles, un trésor potentiel d'exploitation économique phénoménal. Donc, il fallait, s'agissant d'une dimension intime et comme son indique personnel des Européens, avoir un système de protection important qui sera doublé donc, avec le RGPD et qui est doublé avec un autre règlement qui s'appelle e-privacy, qui concerne les communications électroniques. Donc oui, les choses sont très claires s'agissant de la protection des données des Européens, à la fois sur le consentement, qui doit être évident, enfin qui doit être explicite à l'égard du potentiel d'exploitation des données que l'on laisse sur Internet. On le fait toute la journée. Hein. Zoom est réputé pour collecter un nombre important de données personnelles. Donc, nous sommes en train d'alimenter la machine en ce moment. Sur les questions de proportionnalité, c'est-à-dire qu'il faut faire un bon ratio entre les dommages que constitue la collecte et le bénéfice qui en est tiré, sur une protection sur la durée de conservation de ces données, qui doit être le plus limité possible pour l'usage de la collecte, sur la question de la finalité, qu'est-ce qu'on va faire de ces données, ça doit être explicite,
et ça doit être pour une vocation unique, c'est-à-dire que ça ne peut pas servir à tout et n'importe quoi, on ne peut pas recycler comme ça des données à d'autres usages. Il faut évidemment que soit privilégiée l'anonymisation de ces données ou la pseudonymisation, pardon du terme, mais pour que ce soit une sorte de cryptage qui évite de cibler les personnes individuellement. Il faut minimiser aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on limite au maximum le volume de collecte des données. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de conditions qui soient annexées à la collecte de ces données. Et tout cela, c'est très important quand on regarde la dimension de ces applications. Parce que, très franchement, dans plusieurs cas nationaux, heureusement qu'on avait cette dimension de protection européenne pour éviter les dérives, pour éviter la géolocalisation, pour éviter que justement ces applications soient présentées comme étant des applications de protection. Les applications, elles ne protègent pas du Covid-19, elles permettent d'informer dans le meilleur des cas. De manière aussi à ne pas stigmatiser telle ou telle personne, à faire en sorte que le côté volontaire soit respecté. Parce que vous savez, on en parlait tout à l'heure avec la question des libertés fondamentales de façon plus large, il y a ce qu'on appelle l'effet cliquet. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on vous explique qu'on peut éventuellement mettre un petit peu de côté un certain nombre de libertés parce que c'est nécessaire pour tel usage. Et cet effet cliquet, ça veut dire que quelquefois, on ne revient pas en arrière. Donc, on prend pour acquis une restriction des libertés sans jamais faire machine arrière pour revenir à la normale. Et c'est ça qui était en ligne de mire dans tout ce débat sur les applications. Et je pense qu'on a été nombreux à s'exprimer là-dessus, à en montrer les risques, et que ça a permis justement de mettre l'église au bon milieu du village et d'avoir des applications qui soient à peu près conformes au droit européen. Maintenant, je vois que les études qui sont faites maintenant montrent qu'il y a assez peu de téléchargements, il n'y a pas une adhésion énorme à ce dispositif et des résultats qui sont tout assez modérés parce que je crois qu'en Australie, ça a permis de repérer un cas, donc on ne peut pas dire que ce soit forcément tout à fait efficace. Mais voilà, je ne vais pas plus loin dans la dérision, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il fallait être très rude, très dur sur le respect des règles pour éviter justement que les GAFA, que tous ceux qui pouvaient éventuellement se nourrir de ces données personnelles, qui sont des données de santé, donc particulièrement sensibles, soient tenus à bonne distance par rapport aux droits des citoyens. Merci beaucoup Sylvie Guillaume. Estelle Poitvin, est-ce que vous voulez réagir sur l'une des deux questions, enfin peut-être plutôt sur la deuxième? Micro. Votre micro, Estelle. Votre micro. Excusez-moi. Oui, Sylvie Guillaume a très bien rappelé le cadre européen. C'est vrai qu'on a de hauts standards en matière de vie privée et de traitement des données en Europe. C'est une chance. Les données de santé sont des données sensibles au sens du RGPD, effectivement. Donc, la décision d'utiliser une application ou une autre revient totalement aux États membres. En revanche, j'ai insisté au début sur le rôle de coordination de la Commission. Là encore, la Commission a publié des orientations, c'était le 16 avril dernier, où elle a listé des impératifs, et on les connaît tous, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de géolocalisation, on ne transmet pas l'identité d'une personne infectée. Voilà, Madame Guillaume les a rappelés tout à l'heure, parce que l'idée c'est simple, c'est que pour que l'appli soit utilisée, il faut que les citoyens aient confiance et que les droits fondamentaux soient respectés. Donc le cadre devait être extrêmement clair là-dessus, mais je pense qu'on l'a bien rappelé. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour vos réponses. Je suis désolée, étant donné que l'heure passe vite, nous allons passer au deuxième temps de notre webinaire. Donc, toutes les questions qui ont été posées sur ce premier thème seront envoyées aux intervenants pour que vous puissiez obtenir une réponse. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent donc sur le webinaire sur les libertés fondamentales et le Covid-19. Où en est-on des migrations et des libertés des citoyens au quotidien? En présence de Sylvie Guillaume, Jean-François Ploquin et Estelle Poitvin.
Alors, nous avons évoqué les libertés fondamentales pendant la crise et à présent en sortie de crise pour les citoyens européens, non européens et les réfugiés sur notre territoire. Nous allons maintenant aborder plus particulièrement les mouvements des citoyens par-delà les frontières intérieures et extérieures de l'Union européenne. On a commencé à l'exprimer, cet espace Schengen, qu'il a été refermé, qu'il est réouvert, des coordinations, des décoordinations entre les États membres. Bref, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Anna, est-ce que tu peux nous faire une petite mise en contexte des frontières, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc, l'espace de libre circulation Schengen, qui est en fait constitutif de l'identité européenne, on n'a jamais été aussi contrarié que depuis son entrée en vigueur en 1995, avec des contrôles stricts réinstaurés aux frontières intérieures, mais aussi le renforcement des frontières extérieures, territoriales, maritimes, aéroports. Comment ça s'est passé pour les frontières intérieures? Les États ont tous décidé de les fermer de manière unanime, mais ils ont choisi en fait, alors déjà on a parlé de rétablissement temporaire des contrôles et pas forcément de fermeture des frontières, ça, en termes de, disons, de jeu terminologique, mais les États ont choisi différentes stratégies. La France, par exemple, parmi 10 États membres, ont choisi de rétablir un contrôle pour 6 mois, tandis que d'autres, comme par exemple la Slovaquie, l'Allemagne, le Portugal, ont choisi de les rétablir pour 30 jours, éventuellement renouvelables. Donc voilà, on voit différents choix de stratégies. Et bien sûr, ces fermetures des frontières internes a eu des grandes conséquences et a toujours des grandes conséquences au niveau de certains secteurs d'activité qui touchent en particulier les travailleurs européens. On parle des transfrontaliers. En France, il y en a 360 000 personnes sont concernées par le travail transfrontalier. Donc les travailleurs transfrontaliers, les travailleurs saisonniers, les travailleurs détachés également, et dans les secteurs en particulier de l'agriculture, du bâtiment, de la restauration, le tourisme bien sûr, qui pour rappel touche 10% du PIB européen et 12% des emplois. Donc, et forcément là, on l'a vu aussi, des États plus ou moins concernés par ces différents secteurs. Donc ça, c'est pour les frontières intérieures. Pour les frontières extérieures, qu'est-ce que ça a signifié? Fermeture des ports, des aéroports, des frontières extérieures de l'Union européenne. On a pu remarquer une baisse significative du nombre de franchissements illégaux, moins de 90% entre février et mars en Méditerranée centrale. Et là, différentes aussi cas de figure, donc comme le disait tout à l'heure Sylvie Guillaume, un peu cacophonie, selon les choix des pays qui, pour certains, ont complètement suspendu les procédures d'asile. Seuls quelques-uns ont gardé leur structure de demande d'asile, par exemple la Suède et le Danemark. La France, par contre, voilà, a fermé les guichets de dépôt de demande. Les entretiens ont été reportés, mais le 30 avril, voilà, une ordonnance du Conseil d'État a demandé la reprise de l'enregistrement des demandes d'asile, notamment en Île-de-France. Voilà, vous pourrez nous en parler un petit peu plus, monsieur Ploquin, probablement. Donc, différentes situations concernant le droit, enfin, la demande d'asile, et également différentes situations d'accueil, avec souvent des conditions alarmantes dans les centres d'accueil à Chypre, en Grèce, en Italie, à Malte, dans les camps clandestins en France. On dit que voilà, ces personnes font partie des oubliés de cette crise sanitaire. Merci Anna pour ce petit topo explicatif sur la thématique de notre deuxième temps de ce webinaire. Alors, on va peut-être partir, si ça vous convient, sur une première question qui nous a été envoyée en amont par mail de la part de Christian et qui est « Quelle politique européenne est prévue pour les travailleurs saisonniers migrants européens et extra-européens qui viennent chaque année travailler dans l'agriculture et le tourisme ?» Est-ce que je laisse la parole en premier? Sylvie Guillaume, Estelle Poitvin? Sylvie? À vous Sylvie Guillaume. Je pensais plutôt sur la règle que ce soit Estelle qui s'exprime sur le sujet, Estelle Poitvin. Mais je veux bien revenir derrière après sur le sujet.
Très bien. Estelle, on vous laisse la parole. Ah, excusez-nous, votre micro. Là, je crois que ça fonctionne. C'est bon. Sur la question des travailleurs saisonniers, c'est vrai qu'il y a une directive. La question qui s'est posée pour la Commission dans une période très compliquée avec le fait que les États membres ont instauré des restrictions, c'était de permettre l'arrivée des biens essentiels, mais aussi des services, l'arrivée des saisonniers. Et donc, la Commission a instauré ce qu'on a appelé un corridor vert. Pour permettre justement un fonctionnement du marché unique qui soit évidemment pas un fonctionnement normal du marché unique, mais qui ne soit pas complètement entravé par le retour des contrôles aux frontières. Peut-être préciser justement sur ce point, puisqu'il y a eu des interventions sur la question de la migration puis sur la question de Schengen, c'est que le code frontière Schengen permet aux États membres de réintroduire ces contrôles en cas de menace à l'ordre public ou à la sécurité intérieure. Et c'est vrai que la pandémie rentre tout à fait dans ce cas-là. Donc la Commission soutient les mesures qui ont été prises par les États membres. Madame Guillaume a parlé au début de son intervention, au début du webinaire, du fait qu'il y avait peut-être une difficulté de la Commission à coordonner l'action des États membres. C'est vrai que, rappelons-le encore une fois, le dernier mot sur les frontières appartient réellement aux États et la Commission ne fait que des recommandations, c'est-à-dire que la levée des restrictions qu'a appelé la commissaire aux Affaires intérieures hier reste une recommandation et qu'il revient aux États membres de prendre une décision finale. Voilà la première chose que je voulais dire. Mais c'est vrai que cette recommandation de la Commission s'est faite au vu de la décrue de la pandémie. Alors, je ne dirais pas qu'on a dépassé, mais au moins, on est relativement sous contrôle, même s'il faut rester prudent. Et aussi sur le fait que les États membres ont instauré des mesures de distanciation sociale. Mais encore une fois, dans cette recommandation, il y a évidemment le critère de la santé, le critère épidémiologique, mais aussi le critère de la flexibilité. Ça veut dire que si on avait une deuxième vague, bien sûr, il appartiendrait aux États membres, si bien sûr il y a une décision de lever des restrictions au 15 juin, de réintroduire des contrôles aux frontières. Voilà ce que je veux dire pour l'instant. Mais la Commission souhaite un retour à la normale de Schengen, bien sûr, parce que c'est un acquis important pour les citoyens européens. C'est la libre circulation est souhaitée par les citoyens européens. Merci beaucoup, Estelle Poitvin. Sylvie Guillaume, on vous laisse réagir dessus. Oui, je veux bien, parce que c'est cette question justement de ces catégories de personnes qui devaient ou qui avaient besoin de franchir les frontières indépendamment de la situation de rétablissement des contrôles est importante. On a tous en tête, ou peut-être pas tous, mais le souvenir de ces 74 travailleurs bulgares qui, alors qu'ils étaient parfaitement en règle, ont été bloqués à la frontière française, alors que dans le même temps, on avait des appels à l'aide, au secours des exploitants agricoles qui n'avaient personne pour venir ramasser les fruits, qui ont probablement pourri sur les arbres ou au sol, alors qu'il y avait besoin justement du franchissement de ces frontières, je le redis, avec des gens qui étaient parfaitement en règle. Donc il fallait solutionner ce qui se passait. Ça a été fait de façon là aussi individualisée avec ces corridors. Bon, très bien, dont acte, mais on a quand même le sentiment là aussi qu'il y avait un peu de chaos. Ayons aussi en tête le fait que les transfrontaliers, c'est une dimension fondamentale dans l'Union. Il y a des centaines de milliers de personnes qui franchissent tous les jours les frontières dans un sens et dans un autre pour aller travailler. Et sans doute d'ailleurs qu'un certain nombre de régions entières ne peuvent réellement fonctionner du point de vue de la santé, du point de vue du commerce, du point de vue d'un certain nombre de services, que grâce à ces franchissements. Donc, alors, on ne peut pas avoir une espèce de géométrie variable où on se dit que l'argent, les biens, ça peut circuler comme ça veut et qu'en gros, on s'affranchit des règles, mais que quand il s'agit des personnes,
Alors que économiquement, il y a là aussi un impact, à la fois pour les personnes concernées et pour les régions concernées. Là, du coup, les restrictions deviennent encore plus fortes. Donc, tout cela est pour l'instant quand même, je pense qu'on a besoin d'y revenir et de reforger un certain nombre de règles. Peut-être dernier élément sur ça aussi, c'est un peu comme avec l'effet cliquet dont je parlais tout à l'heure. Mais moi, je trouve qu'il est quand même… l'un des problèmes que rencontrent les États membres quand ils ferment des frontières intérieures, c'est que c'est infiniment plus simple de prendre une décision de fermeture de frontières intérieures au motif qu'a rappelé Estelle Poitvin tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une menace. Ça, c'est facile de dire on ferme, parce que du point de vue de l'opinion publique, c'est audible. Par contre, revenir en arrière. Par contre, assumer devant l'opinion publique qu'on est revenu à une situation normale, là, par contre, ça pose un sérieux problème. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on ne laisse pas continuer de se déliter cet état d'esprit de Schengen qui repose sur le fait que les frontières extérieures sont gardées correctement, de manière à ce que la liberté de circulation existe à l'intérieur. Et le code Schengen, il doit être remis sur la table. Il ne doit pas être bidouillé ou interprété dans un coin par les États membres ou par certains États membres. Il doit faire l'objet d'un regard aussi de la représentation démocratique qu'est le Parlement européen. Et là-dessus, je pense que les parlementaires joueront vraiment leur rôle de manière à ce qu'on revienne à un fonctionnement normal. Il n'est pas normal en France que depuis 5 ans, il y ait des restrictions en sortie et en entrée avec des contrôles entre une frontière française et pour passer en Belgique. Ça n'est pas normal, ça n'est pas la normale. Voilà. Donc il faut qu'on en revienne, il faut que ce principe-là soit de nouveau parfaitement clair pour tout le monde, parfaitement discuté et parfaitement assumé. Merci beaucoup. Et suite à vos deux réponses, Christian, justement, qui est avec nous, a réagi et nous dit que le 15 mars 2020, beaucoup de travailleurs saisonniers migrants extra-européens sont restés sur le territoire français du fait de la fermeture des frontières. Et dans le même temps, l'Italie a régularisé plus de 60 000 travailleurs migrants pour terminer justement les récoltes. Alors, est-ce que, je m'adresse à vous, Monsieur Ploquin, est-ce que vous avez eu ce genre de réaction vous sur le territoire? Et puis j'en profite pour vous demander de compléter. Vous avez parlé tout à l'heure justement de Dublin. La fermeture des frontières intérieures, ça engage aussi des gens qui sont sous la protection de Dublin ou sous la tutelle de Dublin. Comment est-ce qu'ils font pour rejoindre leur état de tutelle dans ces cas-là? Pardon, remettez votre micro, Monsieur Ploquin. Excusez-moi. Pardon, c'est le b.a.-ba, mais on oublie à chaque fois. Oui, sur la question des travailleurs saisonniers, on a redécouvert d'une certaine manière par ce biais-là l'intérêt de la présence de réfugiés. C'est-à-dire qu'un réfugié, ce n'est pas simplement une charge, un fardeau, c'est aussi quelqu'un qui arrive avec sa formation, son expérience professionnelle, ses compétences et sa force de travail. Et donc, on a eu des petits signaux pour nous dire, écoutez, en ce moment, le secteur agricole manque de travailleurs saisonniers. Est-ce que vous connaissez des réfugiés qui voilà. De même qu'on a vu qu'un grand nombre de personnes, alors étrangères, migrants de différents statuts, mais aussi réfugiés, jouaient un rôle important parmi les personnels soignants. Donc, en tout cas, cette crise a servi de révélateur sur le fait que ces personnes que nous accueillons sont aussi une ressource et sont aussi un apport et un enrichissement pour nous. S'agissant de… je vais vous faire reformuler du coup la question parce que je suis parti sur un autre sujet. Mais oui, sur la question Dublin, alors les frontières, enfin comment dire, la fermeture des frontières intérieures a provoqué l'arrêt des liaisons aériennes. Donc tout ce qui est frontières terrestres, aériennes, maritimes, etc., s'est arrêté. Donc les reprises en charge au titre du règlement Dublin ont été suspendues. Hein, donc pour nos auditeurs et spectateurs, le règlement Dublin a pour fonction de déterminer l'État responsable d'une demande d'asile.
selon plusieurs critères. Le critère qui est le plus fréquemment invoqué, c'est que l'État qui a laissé rentrer ou qui a délivré un visa, l'État d'entrée est l'État responsable, même s'il y a d'autres critères qui doivent rentrer en ligne de compte. Et donc, l'État dans lequel, par exemple, si quelqu'un demande l'asile en France et que lorsqu'il demande l'asile en préfecture et qu'on prend ses empreintes, le système informatique Schengen bip et qu'il révèle une prise d'empreinte antérieure dans un autre pays, alors la France va demander la prise en charge ou la reprise en charge, s'il y a une demande d'asile en cours, à cet État. Il va de soi que ce mécanisme Dublin a été du coup gelé. Ça représente quand même un nombre important, puisqu'en France, en 2019, c'est pratiquement 30% des personnes qui étaient demandeurs d'asile sous règlement Dublin, c'est-à-dire qui sont considérés comme demandeurs d'asile, mais ils n'entrent pas dans la procédure d'asile en France. Alors, le règlement Dublin prévoit que dans un délai de 6 mois ou 18 mois, enfin selon, je ne rentre pas dans les détails, lorsque la réadmission n'a pas eu lieu, la personne peut rentrer dans la procédure d'asile. Il y a donc une réadmission dans la procédure d'asile classique. Et donc, il y a un certain nombre de personnes il faut s'attendre à ce qu'un nombre de personnes importantes rentrent dans la procédure d'asile. Ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un espèce de pari, enfin, on a vu les autorités dans un espèce de pari de dire finalement, et ça concerne notamment l'ouverture-fermeture des centres de rétention, c'est parce que quand on parle de réouverture des frontières, on pense aux arrivées, mais on pense aussi au renvoi. Hein. Donc, il y a le calcul que la réouverture des frontières va permettre de renvoyer dans les pays européens, dans le cas de l'application du règlement Dublin, ou dans les pays d'origine, lorsqu'il s'agit de reconduite à la frontière, un certain nombre de personnes. Donc, vous voyez, là où les États auraient intérêt à maintenir la fermeture, ils ont aussi intérêt à ce que ça ouvre parce qu'ils souhaitent procéder à des retours et à des éloignements forcés. Donc, on est vraiment dans un jeu biface, quoi. Il y a une ambivalence de la frontière par définition. Mais donc, il y a un autre enjeu sur lequel je voulais attirer l'attention, c'est que si les guichets ont fermé, c'est-à-dire que si dans la plupart des préfectures de France et de Navarre, pendant 2 mois, on n'a pas eu accès à la procédure d'asile, ce n'est pas pour des raisons de fermeture des frontières, parce que les gens étaient là. Hein, c'est parce qu'il a été extrêmement difficile de mobiliser les personnels des préfectures dans un contexte de mesures sanitaires difficiles à appliquer, faute de masques, faute d'équipement, etc. Mais il faut bien constater que certains pays ont réussi à maintenir cet accès à un droit qui est un droit fondamental. Tout à l'heure, on a rappelé que c'est un droit constitutionnel. C'est un droit qui est dans la Constitution. Toute personne persécutée en raison de son combat pour la liberté a droit d'asile sur le territoire de la République. Ça nous vient de la Révolution française. C'est un droit sacré. Ben, on n'a pas su l'appliquer, ce droit sacré, ce droit constitutionnel. Voilà. Ce droit fondamental, on dit souvent que le droit d'asile, c'est le droit qui nous reste quand on a perdu tous les autres. On n'a pas su en faire une priorité. On n'a pas su dire, dans la crise, ça, on le garde. Hein, on n'a pas su faire. Bon. Mais d'autres pays ont su mettre en place des procédures en ligne, enfin, bon, tout un tas de moyens. Donc là-dessus, on n'a pas été très bon. Ce n'est pas un cocorico sur ce sujet-là. Maintenant, on est dans une problématique de redémarrage, de déconfinement. Voilà. Merci beaucoup. Justement, dans ces questions de frontières intérieures, je crois qu'on a un témoignage également. Anna, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Là, sur Zoom, Milena qui nous rapporte un témoignage d'un tribunal a statué sur la relaxe d'un ressortissant de l'Union européenne. Il le relâche suite au jugement. La personne se retrouve à la rue, sans aucun justificatif judiciaire expliquant sa présence en France. Or, elle doit rejoindre son pays. Elle n'a reçu aucune explication, aucune aide sur les dispositifs de confinement en France. Elle risquait de se faire arrêter et emprisonner. Existe-t-il un dispositif européen pour les cas cités comme dans ces exemples, qui dataient de fin mai? Est-ce que Sylvie, Guillaume, vous voulez réagir? Vous voulez qu'on le... Alors moi, je suis pas juriste, hein, mais et donc je me garderais bien de faire ce genre de choses comme ça par l'intermédiaire d'un webinaire, mais d'autant qu'on ne sait pas du tout pourquoi ce ressortissant de l'Union européenne était devant un tribunal et sur pourquoi il a été relaxé. En toute logique, il y a des conditions de présence sur les territoires français, même s'agissant de ressortissants de pays de l'Union européenne,
soit le ressortissant est dans la loi, soit il ne l'est pas, soit il a transgressé la loi et donc la loi s'applique. Donc, et s'il doit être reconduit, il doit être reconduit. Donc, c'est difficile comme ça de réagir en vous disant à une situation individuelle correspond une loi européenne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Simplement, ce témoignage de Milena me remet en mémoire le fait qu'un certain nombre de ressortissants de l'Union européenne qui voulaient rentrer chez eux, enfin dans leur pays d'origine, parce qu'ils étaient, voilà, ils n'avaient plus de boulot, puis le confinement ne leur permettait pas d'exercer, se sont retrouvés ici ou là, pas forcément en France, mais dans l'Union, bloqués à l'intérieur des frontières, effectivement sans ressources. Donc, il a fallu aussi que la Commission travaille à aider à la régularisation de ce type de situation, parce que ça concernait des dizaines de milliers de personnes qui, dans l'Union, travaillent en dehors de leur État membre de naissance ou de résidence. Donc, c'est un problème réel qui ne peut pas être trop sous-estimé. Dernier élément comme ça qui me venait en tête quand je vous écoutais, c'est que bon, les Britanniques ont cherché à se séparer de l'Union européenne, mais je trouve qu'il y a une forme d'ironie, je ne vais pas aller plus loin dans le qualificatif, d'entendre Boris Johnson qui a essayé d'écarter tous les ressortissants, même de l'Union européenne, qui travaillaient au Royaume-Uni et de les expulser, faire des grands appels avec des moulinets des bras maintenant en disant « Restez, revenez au Royaume-Uni parce que nous avons besoin de vous ». Je trouve que ce type d'attitude est parfaitement écœurante et ne tiennent pas compte de la réalité, de la vie des personnes et de leur statut personnel. Je trouve ça assez détestable. Voilà, je ne pouvais pas m'empêcher de faire ce petit coup de pied de l'âne à Boris Johnson. C'est l'occasion dans ce webinaire d'en parler parce que justement, s'il y a bien des frontières qu'on est en train de reconstruire après les avoir déconstruites, c'est la frontière avec le Royaume-Uni. En effet. Est-ce que Jean-François Ploquin ou Estelle Poitvin, vous désiriez réagir sur cette question ou on peut passer à d'autres questions? Jean-François? À vous. Pardon, Estelle, vous vouliez parler? Non, je vous laisse la parole, merci. D'accord. Jean-François Ploquin et après. Oui, non, comme Sylvie Guillaume, c'est difficile de répondre sur un cas d'espèce. Mais ce que je voulais dire, parce que je n'ai pas répondu sur la question de la régularisation, en France, on a une immigration de travail qui est en gros, en tant que phénomène important d'entrée légale, qui est terminé depuis 1974. C'est qu'après le choc pétrolier, crise économique, on a fermé l'immigration de travail. Et aujourd'hui, on reste toujours sur ce schéma, alors que il y a deux choses qui convergent. D'une part, il y a un certain nombre de personnes qui sont sur le territoire français et dont on sait, dont on sent, dont on peut établir que leur vie sera en France parce que durablement, mois après mois, année après année, même s'ils ne sont pas rentrés avec un visa, ils auraient dû rentrer avec un visa, ils auraient dû rentrer légalement, mais il y a une situation qui s'établit et qui va vers le travail, qui va vers la vie familiale et qui a une espèce d'évidence de perspective de vie en France. Et de l'autre côté, on a dans des secteurs entiers de l'économie, on a parlé des travaux agricoles, mais on pourrait parler de la grande distribution, on pourrait parler des travaux publics, on pourrait parler de la restauration hôtellerie, on pourrait parler d'un tas de ce qu'on appelle les métiers en tension, mais d'autres, des besoins de main-d'œuvre qui sont criants. Et régulièrement dans la presse, on apprend que sur un grand chantier, il y a de la main-d'œuvre étrangère sans papier qui travaille. Et parfois, quand on remonte les sous-traitants, on remonte à un ministère commandité d'un marché public. Enfin bon, il y a un énorme besoin de main-d'œuvre. Et donc, il y a moyen de faire converger ces deux approches en assouplissant le système. La France a besoin de main-d'œuvre. Il ne s'agit pas il s'agit d'être très attentif aux Français qui sont en situation de chômage. Il ne s'agit pas de les priver d'accès à l'emploi. Il ne s'agit pas d'introduire une concurrence entre les travailleurs. Il faut être très attentif à ça. Mais si on examine la situation localement, bassin d'emploi par bassin d'emploi, il y a des besoins d'emploi qui sont non satisfaits et il y a des personnes qui se trouvent être étrangères qui pourraient les remplir. Alors après, il y a tous les enjeux
de formation. Enfin, je ne veux pas du tout rentrer dans des schémas simplistes, mais il y a quand même quelque chose. Hein, vous voyez, il y a deux situations qui peuvent converger. Donc, il y a des perspectives pour assouplir cette situation sans être dans une approche laxiste. Il ne s'agit pas du tout de ça. C'est au contraire une approche très réaliste qui peut faire se rencontrer une approche humaine bienveillante de la situation des personnes et des besoins très concrets d'entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre. Je voulais peut-être aussi, je sais, là je profite un peu du fait que j'ai la parole, mais je voulais attirer l'attention sur un enjeu, c'est ce qu'on appelle le principe de non-refoulement. C'est-à-dire que ce que la fermeture des frontières a finalement un petit peu masqué, hein, c'est que si on ferme les frontières pour des raisons sanitaires, on a pu le faire précédemment, c'est le cas de la France, en raison des actes terroristes, donc avec, ça a été rappelé tout à l'heure par Anna, la fermeture des frontières intérieures. Oui, mais absolument aucune mesure ne peut aller contre le respect du principe de non-refoulement, qui est le fait qu'on ne peut jamais renvoyer dans son pays quelqu'un qui risque d'y être persécuté ou de subir des traitements inhumains et dégradants. Là, tous les textes européens, c'est d'abord la Convention de Genève, c'est l'article 33, hein, mais c'est la Convention européenne des droits de l'homme, c'est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, c'est la charte des droits fondamentaux, c'est le code Schengen même dans ses articles 3 et 4. On ne peut pas refouler dans son pays quelqu'un qui risque d'être persécuté. Donc, il faut absolument que, quelle que soit la situation que prennent les États individuellement ou solidairement, il puisse être mis un terme à la possibilité pour quelqu'un de demander une protection internationale, de demander l'asile. Il y a eu une alerte très chaude tout début mars, fin février, à la frontière gréco-turque, où on a tout fermé, mais on ne peut pas tout fermer. Si quelqu'un demande l'asile, alors à ce moment-là, on doit prendre sa demande et on doit l'étudier. Et après, il y a d'autre perspective, c'est qu'on ne peut pas demander aux pays frontaliers de l'Union européenne, et par exemple à la Grèce, d'assurer seule cette question-là. Donc, ça pose des problèmes classiquement larges de solidarité entre les pays. Mais il y a des dispositifs. Il y a la directive sur la protection temporaire qui pourrait être activée. Elle n'a jamais été depuis 2001, mais elle est faite pour ça, hein, pour que des pays volontairement acceptent d'aider un pays qui a des difficultés. Donc, voilà, je voulais rappeler qu'indépendamment des fermetures de frontières pour des raisons sanitaires, il y a cette absolue obligation de respecter le principe de non-refoulement qui est la fragile frontière entre les temps de barbarie et les temps de civilisation. Et en 1945, le monde a décidé de passer d'un monde à l'autre. Il faut qu'on reste dans l'autre. Voilà. Merci Jean-François Ploquin. En tout cas, moi, ce que je comprends aussi, c'est que cette crise sanitaire et ces fermetures de frontières ont fait remonter des débats et des besoins qui étaient peut-être oubliés en d'autres temps et sur lesquels on va devoir se remettre, se repositionner et réfléchir. C'est très intéressant. Estelle Poitvin, est-ce que vous vouliez réagir alors à la question d'avant ou plus largement? Non, écoutez, juste dire, et M. Ploquin a raison, je pense qu'il faut toujours réaffirmer que le droit d'asile, il est consacré dans les traités européens et dans le droit international. Et effectivement, il doit être respecté même en temps de crise, comme la crise du Covid. Et la Commission l'a rappelé aux États membres. Encore une fois, il y a eu des orientations aussi à ce sujet en avril dernier. Mais c'est vrai que les mesures d'urgence, elles ont eu une incidence sur le fonctionnement des régimes d'asile. Il y a eu un suivi de la Commission là-dessus, mais malheureusement, c'est le constat qu'on doit faire. Le Bureau européen en matière d'asile est en étroit lien avec les États membres et a d'ailleurs publié un rapport la semaine dernière sur la manière dont les services nationaux d'asile avaient adapté leur méthode de travail, parce que je crois quand même qu'il y a eu effectivement une période d'arrêt total, mais d'après mes informations, il y a quand même eu une reprise et notamment via des entretiens à distance, mais M. Ploquin pourra me confirmer ou m'infirmer. Alors peut-être qu'on peut ouvrir ce débat sur un sujet sur lequel travaille la Commission actuellement, mais pas que la Commission comme institution bien sûr, c'est le pacte sur l'asile et la migration. Donc la Commission pourrait faire des propositions courant du mois de juillet.
avant de laisser la parole aux autres intervenants, peut-être dire qu'effectivement, l'asile, c'est un sujet très sensible, c'est un sujet qui angoisse beaucoup parce que la manière dont ce sujet a été traité, notamment depuis la crise migratoire et le pic des arrivées en 2015, fait qu'on a l'impression que l'Europe est envahie de migrants. C'est plus du tout le cas, c'est d'ailleurs plutôt contrôlé, même si évidemment il y a parfois des images de bateaux qui arrivent pas, pour lesquels on n'arrive pas à trouver une solution. Mais la question de la migration doit être vue beaucoup plus positivement qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et là encore, M. Ploquin a raison de le souligner. Je pourrais dire quelques mots sur le pacte pour les migrations après, si vous le souhaitez. Peut-être Mme Guillaume pourra aussi donner le point de vue du Parlement. Ou est-ce que vous, tant qu'on est sur la thématique, avant d'autres questions, c'est peut-être l'occasion de proposer maintenant, si vous voulez. Et puis, Mme Guillaume pourra réagir par la suite. D'accord. Bah, écoutez, juste dire, je ne peux pas dévoiler le contenu des propositions, bien sûr, puisque c'est un sujet qui est discuté entre les États membres. La Commission souhaite trouver un consensus. Alors, c'est vrai que ce mot paraît faible et abstrait, mais malheureusement, on en est là, puisque les positions, vous l'avez vu, ces derniers mois, ces dernières années, étaient quand même relativement éloignées. Donc, l'idée, c'est de trouver un accord qui tienne compte des États membres, de la société civile, du Parlement. Les commissaires Johansson et Skinas sont beaucoup allés sur le terrain. Et ont vraiment pour objectif de trouver des solutions qui soient pragmatiques avec une approche globale. Alors concrètement, on pourrait avoir une définition un peu plus élargie de ce que recouvre la solidarité, c'est-à-dire au-delà de la question de la relocalisation qui a fait couler beaucoup d'encre. Et puis ensuite, les autres points sur lesquels la Commission travaille, c'est d'avoir des règles plus harmonisées en matière d'asile, un rapprochement pour éviter les mouvements secondaires. On sait que la France est vent debout contre ces mouvements secondaires ici, et puis aussi pour éviter d'avoir des taux de reconnaissance très différents entre États membres. Parmi les autres volets, bien sûr, le renforcement des frontières extérieures, c'est relativement consensuel entre les États membres. Un point important, c'est des voies de migration légales. Il ne faut pas oublier ce point-là, parce que si on veut réduire les arrivées illégales, eh bien, il faut trouver des voies légales pour les migrants. Aussi, travailler sur une intégration plus poussée des migrants dans les villes et les régions en Europe. Et puis, aussi, travailler sur la coopération avec les pays d'origine et de transit. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Merci beaucoup pour cette présentation. Sylvie Guillaume, je vous laisse réagir dessus. Oui, effectivement. Bon, je comprends la difficulté de votre tâche, hein, Madame Poitvin, sur ça, étant donné que ce pacte qui nous est annoncé depuis longtemps va sans doute nous être présenté dans les jours qui viennent, peut-être le 24 si j'ai bien lu. Et j'ai vraiment pas du tout envie de tirer sur le pianiste, peut-être pas pianiste, d'ailleurs pas vous qui êtes en cause dans cette affaire, mais très sincèrement, moi je vais me contenter de questions, ou en tout cas d'évoquer des sujets sans forcément les clore maintenant, parce que sinon c'est pas la peine de discuter si le Parlement ou si des élus avaient des idées complètement arrêtées dès le démarrage. Mais je peux pas vous cacher que j'ai quand même un sentiment pas tout à fait positif à l'égard de ce qui va être présenté. Je conçois parfaitement bien la difficulté de la tâche de Madame Johansson sur ce sujet, étant donné que, comme vous l'avez plusieurs fois abordé, la Commission peut souvent faire des recommandations, mais se range derrière le fait que le Conseil et les États membres font à peu près ce qu'ils veulent. Donc, ça présume quand même assez mal de la manière dont ça va être fait. Et on a quand même, ces dernières années, mesuré combien la question de la solidarité était une dimension qui avait complètement volé en éclats
dans l'Union européenne, avec un retour sur soit de l'intergouvernemental dans le meilleur des cas, et encore, quand je dis ça, il faut vraiment mesurer que c'est déjà un gros avancé de ma part, soit complètement avec des réflexes individuels et nationaux. Donc, quand on parle de solidarité, il va falloir la qualifier. Moi, ce que j'en entends, c'est que c'est une solidarité flexible, où on voudrait finalement permettre ou inciter un certain nombre d'États membres à accueillir des personnes migrantes, tandis que d'autres auraient un nom, lui, pas du tout flexible, en disant qu'ils ne veulent accueillir personne et qu'à la limite, ils pourraient tenter de compenser financièrement ce non-accueil. Donc, quand on parle dans le cadre européen des questions de solidarité et d'accueil, pour l'instant, on est quand même dans les limbes plus qu'autre chose. Quand je dis que je ne veux pas tirer sur la Commission, c'est parce que la Commission fait son travail de proposition. Le vrai enjeu ou les vrais fautifs, en tout cas ceux qui peuvent être accusés de pas mal de maux, c'est vraiment, là encore, les États membres, puisque la Commission avait déjà proposé des choses en 2015 pour essayer de régler cette situation, en tout cas d'avancer sur un certain nombre de situations, sur les questions de solidarité. Mais elle s'est heurtée à un mur et les États membres ont dit non. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont dire oui maintenant? Et à quel prix vont-ils dire oui sur une autre formule maintenant? Ça, ce sont des questions qui se posent. Et très sincèrement, l'évolution récente montre quand même qu'on va vers une restriction encore plus forte des questions de migration, des possibilités de migration. On entend parler de plus en plus d'externalisation des politiques migratoires, de plus en plus de l'installation de centres qui, par nature, seront des centres de rétention aux frontières extérieures de l'Union pour faire un tri des personnes qui pourraient être habilitées à rentrer et à demander l'asile avant même qu'ils n'entrent sur le territoire de l'Union, c'est-à-dire se conformer un peu à la pratique française qui est faite dans les aéroports, de zones d'attente dans lesquelles c'est le droit national qui s'applique plutôt que le droit européen. Donc, il y a beaucoup de questions comme ça, de restrictions qui sont quand même en filigrane de la présentation de ce pacte, sans qu'on dise pour autant quelles conséquences on tire de la non-solidarité. Est-ce que, par exemple, pour être tout à fait clair et direct, est-ce que si un pays ne veut accueillir aucun migrant, eh bien, on fait une restriction sur l'accès aux fonds européens? Enfin, la question se posera à un moment donné. On ne peut pas avoir une dimension de solidarité totalement flexible selon qu'il s'agit des personnes ou selon qu'il s'agit des fonds européens. Et puis peut-être deux derniers éléments, parce que voilà, pas tirer à vue tout le temps. Moi, je veux bien présumer avec Madame Poitvin que la question de la migration légale sera une grosse part de ce pacte. Je me permets d'en douter. Ou alors de considérer qu'une fois de plus, il s'agira d'une migration légale pour les catégories les plus aptes à entrer et pas forcément celles qui auraient le plus de difficultés à le faire. Et sans parler des questions d'intégration qui malheureusement, et je le dis bien malheureusement, ne font pas partie des compétences européennes, et je le regrette, je le redis une fois de plus. Donc le risque, très sincèrement, pour résumer mon point de vue, c'est que ce pacte soit encore plus restrictif en tenant compte des restrictions que les pays membres, les États membres, ont mis depuis 5 ans aux questions de migration, et que donc on fasse encore cet effet cliquet, mais cette fois-ci en arrière. Merci beaucoup Sylvie Guillaume pour cette critique, et ça nous permet, et je le rappelle à tous nos participants, que la Commission et le Parlement européen sont deux institutions qui travaillent, mais le travail c'est aussi de réfléchir, c'est le consensus, c'est l'échange pour trouver la politique qui sera la plus adaptée pour notre Europe de demain. Nous avions une question, et puis je donnerai la parole à M. Coquin si vous voulez réagir en même temps sur le futur pacte des migrations qui sera proposé et la question que va vous poser Anna. Oui, c'est une question qui nous vient de Julie. Certains pays ont-ils changé drastiquement leur politique migratoire avec le Covid? Avec, entre parenthèses, plus accueillant comme le Portugal ou plus fermé comme le Royaume-Uni ou d'autres exemples. Est-ce que vous avez des retours à nous faire là-dessus? Alors, pour ce qui me concerne, je ne suis pas sûr d'avoir une vision d'ensemble
les pays qui ont décidé de régulariser en grand nombre des personnes en situation irrégulière, je pense ont fait des choix qui sont à la fois des choix humanitaires et des choix d'opportunité. Il y a une espèce de pari gagnant-gagnant. Alors, il me paraît difficile de partir du principe qu'à un moment M, tous les pays seraient amenés à prendre des mesures similaires. C'est-à-dire que le Portugal a fait ça maintenant, d'autres pays, l'Espagne l'a fait en son temps, il y a eu par le passé en France des régularisations. Je pense qu'il y a un temps propre à chaque pays en fonction de la situation migratoire, en fonction du contrat politique ou social local, en fonction des enjeux électoraux. Enfin bon. Donc, il n'est pas certain que s'agissant de cette dimension un peu régalienne, les pays soient censés prendre les mêmes mesures au même moment. Bon. Par contre, et c'est ce que j'ai essayé d'esquisser tout à l'heure, il y a des évolutions qui sont souhaitables, mais pas forcément du jour au lendemain à court terme. En France, je pense qu'on doit prendre la mesure de l'évolution de la situation tant du droit que de la situation économique. On peut pas dire qu'en 2020, on est comme en 1974. Voilà. Et donc, on doit réexaminer un certain nombre de fondamentaux, on doit faire sauter un certain nombre de tabous et de se dire que la possibilité pour un étranger d'émigrer, de s'établir en France doit être plus souple sur un certain nombre de volets, et notamment au regard de l'immigration de travail. Et la régularisation peut permettre de répondre à ces situations-là. Pour me faire écho cette fois-ci des questions proprement européennes, ça fait des années que la révision du régime d'asile européen commun est bloquée, parce que le régime d'asile, depuis Tampere, depuis bien longtemps, est constitué d'un certain nombre de documents socles, de directives ou de règlements qui concernent aussi bien les conditions d'accueil, les procédures, etc. Et tout ce cycle nécessaire de révision à 27 est bloqué par la question du règlement Dublin, et en tant que certains pays sont aux premières loges des migrations internationales, donc notamment les pays de la rive nord de la Méditerranée, au sud de l'Europe, et puis il y a des pays qui sont beaucoup plus engagés dans les processus d'accueil de réfugiés réinstallés, avec des gros programmes, etc. Puis il y a des pays qui sont ni dans l'un ni dans l'autre. Tout à l'heure, on disait la France, justement, le gouvernement français se méfie des mouvements secondaires. Mais oui, mais la France a été peu affectée par les mouvements primaires. C'est-à-dire que lorsque l'Allemagne accueillait 800 000 demandeurs d'asile, la France, elle restait sagement à 90 000, quoi. Donc, il y a des mouvements secondaires parce qu'il n'y a pas eu des mouvements primaires. Donc, il faut là aussi analyser les choses un petit peu dans la durée. Ce qui est important, c'est que ce mécanisme de révision des textes puisse avoir lieu. Mais là, il y a des personnes beaucoup plus compétentes que moi dans le panel. Mais s'il y a un point bloquant, il faut défaire le bloc, quoi. Et il faut pouvoir avancer dossier par dossier. Bon, donc ça, chaque présidence s'y colle, etc. Mais il y a un élément décisif, c'est-à-dire qu'il faut que le principe de solidarité fonctionne. C'est-à-dire que la géographie fait que, nécessairement, les pays aux frontières extérieures de l'Europe sont sollicités par l'immigration internationale et par les gens qui cherchent une protection sur la France. C'est sûr que la Suisse sera toujours moins… Enfin, la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. Il faut que j'en prenne un autre. Mais si je prends la Hongrie, si je prends le Luxembourg, si je prends la Slovaquie, etc., sera moins exposé, ou l'Autriche sera moins exposé aux arrivées par bateau. Que la Grèce, l'Italie, Malte, Chypre, l'Espagne, etc. Et donc, il faut trouver des réponses. Et je rejoins tout à fait Sylvie Guillaume là-dessus. Il n'est pas acceptable que certains pays puissent dire « moi, je suis intéressé à être membre de l'Union européenne, à bénéficier d'un certain nombre d'instruments financiers. Par contre, lorsqu'il faut être solidaire, ne comptez pas sur moi. » Donc, il faut aussi échapper à des systèmes où la décision repose sur l'unanimité. C'est-à-dire que si on dit qu'une opération de relocalisation ne marche que si tout le monde est d'accord, ça ne marchera jamais. Donc, c'est créer les conditions d'un non-fonctionnement. Donc, il faut avancer avec ceux qui sont d'accord.
Mais il faut en même temps dépasser le système actuel, par exemple, où lorsque des naufragés arrivent dans un port, on a une gestion bateau par bateau. Et puis, le Luxembourg en prend 3, la France en prend 6, l'Espagne en prend 8. Ce n'est pas supportable d'être dans ce système-là. C'est vraiment du bricolage. Il faut être dans un système beaucoup plus stable et pérenne. Mais si on ne peut l'avancer qu'à 12, 15 ou 18, alors avançons à 12, 15 ou 18. Mais à ce moment-là, il faut que ceux qui ne veulent pas avancer contribuent autrement. Et pourquoi pas en mettant au portefeuille. Si je ne veux pas accueillir, eh bien, je contribue à hauteur de ce que me coûterait l'accueil sur la base d'une péréquation raisonnable. Et c'est une manière les 27 États membres. Merci. Voilà, il me semble très important de pouvoir avancer dans ce sens-là. Pardon d'avoir été un peu long. Je vous en prie, je me permets d'écourter un tout petit peu votre réponse, étant donné qu'il ne nous reste que 5 minutes. Donc, merci beaucoup pour toutes vos réponses et vos apports. Je suis désolée pour les questions qui ont été posées, qui pour l'instant sont restées sans réponse. Vous en obtiendrez par la suite, nous enverrons aux intervenants. Est-ce que je peux vous demander, étant donné qu'il reste 5 minutes, en 3 phrases, une dernière question qui a été posée, c'est quelle évolution réaliste des politiques migratoires européennes aimeriez-vous voir? Vous avez commencé à y répondre, c'est de la part de Julie également. Est-ce que vous auriez en 3 phrases un petit mot de conclusion qui ouvrirait également? On s'est rendu compte dans cette discussion que finalement la crise sanitaire, elle a vraiment permis de remettre au goût du jour l'importance de nos frontières et de l'ouverture de nos frontières, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Estelle Poitvin, je vous laisse commencer. Oui, peut-être une réponse plus globale aussi. Je pense, tous les sujets qu'on a évoqués, finalement, mettent en avant un seul mot, c'est la question de la solidarité. Et si je reviens au début de mon intervention, c'est vrai que j'ai pu dire que les États membres avaient réagi en mode dispersé. J'ai l'impression que maintenant, il y a quand même le souhait d'être plus solidaire, en tout cas je l'espère, que ce soit sur le plan de relance. Là aussi, il y aura une négociation, hein, donc il faudra voir ce que le Conseil décide, ou sur la question migratoire dont on vient de parler. Et puisque c'est sur ce sujet que nous clôturons le webinaire, moi, je souhaite qu'on trouve un système qui soit durable, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes au niveau géopolitique et même sanitaire. Et dire aussi qu'il va falloir trouver un compromis. Il n'y aura pas de solution évidente pour tous, mais en tout cas, il vaut mieux avancer que rester dans le statu quo actuel. Merci. Merci beaucoup. Sylvie Guillaume. Oui, c'est vrai que c'est passé vite, donc on pourra en faire d'autres webinaires. Peut-être pour conclure, il y a plein de sujets qu'on n'a pas évoqués, comme la rétention généralisée, comme la question des retours. Et je cite ces 2 termes-là parce que je ne voudrais pas qu'on donne l'impression ou qu'on tire des conclusions en disant que finalement, il y a un certain nombre de personnes qui sont un peu éthérées ou qui sont hors sol. Je veux dire, le Parlement européen est composé de gens qui sont parfaitement responsables sur ces sujets. Ils sont parfaitement en situation de comprendre les enjeux, les difficultés, les contraintes. Mais on est aussi des gens qui cherchons des solutions. Et donc, l'idée, c'est bien sûr de trouver des solutions concrètes et des solutions partagées, mais c'est aussi de faire en sorte qu'on n'instrumentalise pas de façon systématique les questions de migration dans l'opinion publique, parce qu'on ne résoudra jamais ces questions si on instrumentalise ces questions. Donc, vraiment, là-dessus, j'y insiste. Et puis, un autre sujet qu'on n'a pas abordé, sur lequel, pardon, je suis du coq à l'âne, mais qui est aussi très, très important, qu'il faudra régler, c'est la question de comment on sauve les personnes en Méditerranée, parce que là aussi, le search and rescue repose maintenant sur des entreprises individuelles, et il faut absolument qu'on empêche cette mer qui nous est commune d'être le plus grand cimetière mondial. Donc là aussi, il faudra qu'on agisse. Merci Sylvie Guillaume. En effet, ça vaut bien au moins un prochain webinaire complet sur cette question-là. Jean-François Ploquin, je vous laisse conclure également.
Oui, alors les deux intervenantes précédentes m'ont pris un certain nombre de mots dans la bouche, mais donc vous voyez, il y a quand même il y a un net consensus sur un certain nombre de sujets, notamment sur cette question de la mise en œuvre de la solidarité. Je voudrais juste me faire l'écho sur le fait que il a été à l'initiative du HCR adopté il y a un peu plus d'un an et demi, un plan mondial pour les réfugiés. Qui est un plan qui veut embarquer les États membres des Nations Unies, dont les États membres de l'Union européenne, mais dans un accroissement de l'effort d'accueil des réfugiés à la faveur de deux grands leviers, hein, parce que en gros, les pays riches accueillent 15% des réfugiés et les pays plus pauvres ou plus démunis, 85%. Voilà, ça c'est… Donc, les grands pays riches ne sont pas les grands pays d'accueil. Bon. Donc, il y a moyen d'être plus solidaire, non seulement à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi avec les autres États de la planète. Et la réinstallation permet ça. Voilà, on peut dire au Liban, ben, vous êtes un pays de 4 millions d'habitants qui accueille 1 million de réfugiés. Ben, on peut vous en prendre quelques dizaines de milliers. D'ailleurs, ça tombe bien, on en a besoin. Bon. Et puis, il y a ce qu'on appelle les voies complémentaires aussi, c'est-à-dire que en favorisant des réfugiés qui sont dans les cursus d'études, qui rejoignent des membres de famille, qui peuvent avoir des parrains privés, des amis qui peuvent les supporter ou qui ont un projet professionnel qui rencontre un intérêt. Ces voies complémentaires permettent de rentrer légalement et préviennent des tentatives désespérées et mortifères. Hein. J'aime souvent citer l'exemple tout à fait réel d'un frère et d'une sœur syriens qu'on a reçu, elle ayant reçu un visa de l'ambassade de France sur son passeport à Beyrouth, et elle est arrivée à Roissy par un vol régulier. Son frère n'a pas eu ses contacts, cette chance, et il a passé 6 mois en passant en Égypte, puis en Turquie, puis en Algérie, puis en Libye, puis en Italie. Donc, il aurait pu mourir 20 fois, et il a finalement été reconnu réfugié 1 an plus tard. D'un côté, on a une voie légale, de l'autre côté, on a un trajet illégal. Voilà, cet exemple qui est un petit peu facile à citer, mais qui est très illustratif, permet de mesurer le gouffre qu'il y a entre ces deux parcours et la nécessité de faire en sorte qu'il y ait davantage de gens qui ont besoin de protection, qui arrivent légalement et qui ne soient pas contraints de s'en remettre à des passeurs et à des filières souvent mortifères. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous trois, Sylvie Guillaume, Jean-François Ploquin et Estelle Poitvin, pour toutes vos expertises lors de ce webinaire. Merci aux participants, à toutes les questions. Merci aussi à l'équipe du Bureau du Parlement européen à Marseille pour tout le soutien technique et organisationnel. Merci à nos équipes des Centres Europe Direct de Lyon et de Drôme-Ardèche qui sont en backstage et qui nous ont beaucoup aidés également. Et merci à tous les collègues du réseau français Europe Direct et des Maisons de l'Europe qui nous ont suivis et qui ont permis aussi de leur réseau de pouvoir profiter de ce webinaire. Vous pouvez vous retrouver tous les prochains webinaires sur le site du Parlement européen et participer à ceux-ci. Et nous vous remercions. Vous souhaitons une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. À vous tous. Merci bien. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci. Merci à vous.